Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même s'il fait chaud de ouf, je suis trop contente de vous retrouver. Je vous préviens tout de suite, ma fenêtre est ouverte et il risque d'y avoir du bruit, voilà. Mais c'est ça où je décède de chaud, voilà, je n'en peux déjà plus alors qu'on n'est même pas en mai. Enfin si peut-être au moment où la vidéo sort on est en mai, je ne sais pas, bref, peu importe, on s'en fout. On se retrouve aujourd'hui pour un update ciné, film et même spectacle. Oui alors là c'est la fête totale, parce que j'ai quand même accumulé pas mal de choses, au final il y a 5 films, 2 spectacles et 2 séries, donc c'est quand même pas mal. Juste avant de commencer, j'ai eu l'idée, grâce à nos petites conversations avec les modos de temps en temps, de mettre un système d'évaluation. Vous êtes nombreux à me demander de mettre une note à chaque fois au film ou aux séries, et j'ai beaucoup de mal à ça. J'ai beaucoup de mal parce que le concept des notes, c'est assez arbitraire, vous voyez. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre un emoji. Donc si je dis cœur Baymax, ça veut dire c'est trop bien, j'adore, je vote pour. Si je dis tête de licorne, ça veut dire ça va, mais c'est pas dingue, tu vois, c'est l'entre-deux, c'est la moyenne, grosso merdo. Mais ça peut être une moyenne 14 et une moyenne 8, tu vois, c'est de l'entre-deux, quoi. C'est un petit bidounou confortable, si on veut. Ou alors, là c'est la dépression totale, il y a la tête de Wendy. Là, la tête de Wendy, c'est que vraiment j'aime pas, c'est un non, quoi, c'est clairement un non. Je me dis que ça permettra quand même d'avoir une idée un petit peu de si j'aime ou pas un film et d'à quel point je l'ai apprécié, et ça correspond un petit peu à la demande de certains avec les notes. Du coup voilà, j'ai eu cette idée là, merci les conversations avec les modos qui inspirent beaucoup. Le premier film dont je vais vous parler date d'il y a un petit moment maintenant, de 2017, donc ça va, c'est pas non plus, c'est pas non plus le siècle dernier, hein. C'est ça, le truc avec le ballon, hein, d'Andy Muschietti. J'espère que je prononce bien son nom de famille, sinon c'est sans offense, vraiment, je ne suis pas bien intentionnée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors je l'ai vu il y a un moment maintenant, quand j'étais chez ma mère, voilà, j'ai regardé ce film avec mon frère qui tenait à me le faire voir. La première version, je l'ai pas vue, déjà c'est important de le dire, parce que elle a traumatisé un proche à moi de manière assez violente, ce qui fait que du coup moi j'ai jamais eu le courage, à part voir quelques extraits sur YouTube, de la regarder en entier. Mais celle-ci, elle est bien passée. Alors ça reste un film qui fait peur, mais c'est plus un film d'ambiance si vous voulez. C'est un peu comme Shining, si on veut. C'est vraiment une ambiance... on est projeté dans une autre époque, avec des personnages qui sont tous plus badants les uns que les autres, c'est un truc de ouf, il n'y a pas un perso sympa par les gosses, genre toute la ville est pourrie, tu vois. Ça m'étonne pas que le clown il aille faire un tour là-dedans, hein. Du coup voilà, donc c'est l'adaptation bien sûr du roman de Stephen King, hein, grand auteur qu'on ne présente plus, hein, qui a écrit bon nombre de chefs-d'œuvre. Je vous en mets quelques-uns ici si vous voulez aller lire par vous-même, certains que j'ai adorés, et honnêtement voilà, c'était un très bon moment. J'avais un petit peu peur d'avoir peur justement et d'être traumatisée pendant des siècles, pas du tout, pourtant on l'a regardé en fin d'après-midi. Moi ça m'a un peu fait penser à Stranger Things. Alors déjà il y a un acteur commun, hein, des petits garçons, et l'ambiance c'est un petit peu la même. C'est genre déjà on fait un bond dans le temps, c'est un peu ambiance petite ville perdue, avec leurs habitudes, leur côté un peu cliché, un peu campagne chelou, enfin bon, c'était, voilà, l'ambiance est très présente et m'a fait beaucoup penser à Stranger Things pour le coup. D'ailleurs j'ai conseillé la série à mon frère, parce que lui il a adoré ce film, donc je pense qu'il va adorer la série aussi. Mais le gros point positif pour moi, outre l'ambiance que je trouve extrêmement bien réussie, c'est les acteurs. Et plus précisément les enfants. Alors, mais tous les enfants sont géniaux, c'est un truc de ouf. Et ça m'a fait penser justement, parce que j'ai mis en parallèle avec Stranger Things déjà parce qu'il y a un des acteurs communs, coucou Finn Wolfhard, hein, voilà, je l'aime beaucoup ce gamin, je l'aime beaucoup. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même vachement de gosses talentueux, c'est un truc de ouf. Ils jouent bien quoi, mais sincèrement on est emporté par leurs personnages, ils nous plongent dans l'ambiance de l'époque passée, enfin c'est vraiment super stylé, les gamins sont vraiment bien, c'est ce qui porte le film. Ce qui fait que du coup j'ai quand même un petit peu peur de l'adaptation à venir, puisque normalement en fait le ça des années passées, il y a la première partie qui est super connue avec justement les gosses, et la seconde partie avec les gosses devenus adultes. Et là du coup, si on n'a plus les enfants, ils ont intérêt à trouver des très bons acteurs pour jouer les adultes, parce que pour se mettre au niveau des gosses ça va être dur, t'es vraiment avec eux quoi, et puis ça met super bien en avant Stephen King. C'est exactement ce que j'imagine quand je lis un Stephen King, parce que t'as souvent des enfants dans ses romans, et t'as l'ambiance un peu décalée, un peu mystérieuse, c'est vraiment l'atmosphère de King, et j'ai passé vraiment un super bon moment. Donc moi je mets un cœur Baymax, clairement un bon cœur Baymax pour ce film, et je vous le conseille à tous, y compris ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, parce qu'honnêtement je n'aime pas ça, tout ce qui est jumpscare, non c'est pas jumpscare, scream, tu sais les tronches qui apparaissent au milieu d'un coup là, qui pop et qui te font peur, là ça je déteste là, ça bon il y en a, je crois qu'il y en a un ou deux vite fait, mais c'est un petit sursaut que tu fais, et puis honnêtement l'ambiance est tellement ouf, le film est vraiment bien réalisé, donc je vous le conseille vraiment. Je pense pas qu'il pourrait vous faire des cauchemars, à la limite vous aurez plus peur des habitants de la ville, surtout des adolescents, mais il y a un groupe de 3-4 ados là-dedans, mais ils sont plus flippants que le clown, voilà. Le clown à côté, c'est du pipi de chat, voilà. Donc à la limite le clown franchement, il fait pas si peur que ça. T'as plus peur des habitants de la ville qui sont creepy as fuck que du clown, donc au final ça se passe. Donc franchement regardez-le, les amateurs du genre et ceux qui ne le sont pas, ça peut être vraiment une très bonne approche quoi.
J'ai cité Finn Wolfhard, donc qui a joué dans Stranger Things, mais il y a également 2 autres enfants qui m'ont énormément plu. C'est Jack Dylan Grazer et Sophie Lillis. J'ai trouvé leur jeu vraiment très bon. C'est pas forcément les plus importants, même si Sophie un petit peu quand même, hein, mais je les ai trouvés vraiment à fond dans leur rôle en fait. Et la gamine, c'est la seule fille du groupe en plus, j'ai trouvé son traitement génial. La gamine est à fond dedans quand elle joue, et son personnage est super profond. Enfin, c'est génial. Honnêtement, c'est un très très bon film. Cœur Max à donf, Cœur Max à donf. Second film qui commence à remonter un petit peu maintenant aussi, parce qu'il est plus au cinéma hein, depuis le temps, c'est Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez. J'avais un petit peu peur en y allant puisque c'est adapté d'un manga et je n'y connais rien. Voilà, je ne connaissais pas du tout le manga d'origine et en fait c'est passé super bien. Ce qu'on peut reprocher au film, c'est qu'il est un petit peu rapide. Effectivement, il y a tout le contexte à mettre en place, c'est très riche, mais honnêtement, ça ne m'a pas perturbée. Enfin, moi je l'ai vu au ciné, donc j'étais vraiment focus dessus. Quand tu sais, quand t'as un grand écran devant toi, tu peux pas regarder ton portable ou faire autre chose, tu vois, c'est pas possible. Donc j'étais vraiment focus dedans, j'ai pas eu de mal à suivre, j'ai tout compris, hein, donc je pense pas être plus intelligente que la moyenne, hein, je pense pas. Donc si je m'en suis sortie, vous vous en sortirez aussi. Les scènes de combat, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'a pas cette espèce d'effet de caméra qui va trop vite, ce qui fait que ça nous fait mal à la tête. C'est un truc de ouf, mais il y a énormément de films, ça avait fait ça dans Aquaman particulièrement, ça m'avait énormément saoulé, dans First Man aussi. Quand il y a des scènes d'action, la caméra va très vite pour faire sans doute un effet de mouvement stylé, je ne sais pas, mais du coup tu vois flou, et moi ça me fait mal au crâne, genre franchement quand ça dure longtemps je suis en mode mais le but c'est que je le vois le film, alors pourquoi tu vas si vite que ça, je ne vois plus rien, je ne vois que des pixels, c'est chiant, c'est très chiant. Tu fais ça quelques secondes pour te mettre à la place d'un mec bourré, ok, mais quand c'est juste pour aller vite c'est chiant. Dans Alita je l'ai pas vu ça, dans Alita c'est vraiment, tu suis les combats mais c'est fluide, et les techniques de combat d'ailleurs sont super stylées, les scènes de combat sont intenses, j'étais dedans à fond. L'évolution du personnage principal du coup, Alita, est très sympa également. C'est assez classique, hein, c'est une jeune femme qui au début ne sait pas qui elle est, a perdu la mémoire et petit à petit se rappelle et devient méga badass. Ça fait toujours plaisir de voir une meuf se lâcher, découvrir qui elle est et s'épanouir dans ce qui la caractérise, enfin c'est vraiment, c'est ce que j'aime en fait, j'aime voir des femmes comme ça. Je trouve que c'est un film qui fait du bien parce que on n'a pas souvent non plus des héroïnes, déjà des héroïnes tout court, voilà. Des films axés sur une héroïne badass, il y en a pas tant que ça non plus, hein. On a des meufs stylées, je dis pas, hein, genre dans les X-Men, il y a Mystique d'amour, il y a Phoenix, voilà, il y a des meufs stylées, mais c'est assez récent qu'elles soient au centre de l'action, et je trouve que ça se fait de plus en plus, et j'applaudis énormément l'initiative, parce qu'en plus c'est pas des clichés. C'est pas juste une meuf garçon manqué ou des meufs voilà qu'on a mis devant pour faire vendre pour les féministes ou je sais pas quoi. Ils ont fait un vrai personnage, ils ont vraiment construit le truc. Bon là c'est adapté donc ils ont pas de mérite, mais non honnêtement j'ai eu une bonne surprise. J'ai bien aimé également cette inversion des rôles que j'ai trouvé assez subtile. Donc Alita c'est le personnage principal, c'est la super héroïne et elle a un mec à un moment, je ne dis pas qui pour ceux qui n'ont pas vu voilà, mais elle a un mec et c'est clairement le mec qui joue la demoiselle en détresse et il le dit même à un moment en mode ça devrait peut-être me vexer, enfin j'ai trouvé ça mignon parce qu'ils en font pas 3 caisses. C'est souligné à un moment discret, genre ouais quand même, bon hein, normalement c'est moi qui devrais te sauver. Bon, c'est mignon quoi, c'est mignon et ça passe très bien. Ça montre bien qu'en fait il n'y a pas forcément besoin que c'est un super mec viril qui sauve la demoiselle blonde en détresse qui couine en haut d'un balcon. Ça marche très bien dans l'autre sens aussi sans aller autant dans les stéréotypes parce que son mec il fait des trucs, son mec c'est pas voilà, c'est pas juste un demoiseau en détresse qui sert à rien, non il fait des trucs, mais c'est juste que voilà elle est plus forte que lui, ça arrive tu vois, et c'est sympa de voir un couple qui est épanoui et heureux. Même avec cette inversion de style, ça fait beaucoup de bien aussi parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent ouais si une meuf elle gagne plus que son mec ou si une meuf elle domine son mec, le mec il va se sentir castré, le mec il va plus se sentir, non on s'en fout de ça, donc ça, pour ça, gros bon point au film aussi. Après, mon seul point négatif vraiment, c'est la fin. Parce que c'est pas une vraie fin, déjà, c'est une fin très ouverte, hein, et en gros, apparemment, ils avaient prévu de faire 3 films, je crois, ou en tout cas au moins un deuxième, mais comme il a apparemment pas très bien marché aux États-Unis, il y aura pas de 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fin, voilà. Donc ils ont intérêt à en sortir un 2 quand même, parce que moi, je veux pas laisser ma meuf dans cette situation, d'accord? Je veux savoir ce qui arrive après, donc ils se démerdent, ils trouvent le budget sous le sabot d'un cheval, ça les regarde, mais je veux la suite, parce que c'est vraiment un film sympa, et l'animation est très très belle, j'en ai pas parlé de ça, mais l'animation est vraiment soignée de ouf. Enfin... Moi franchement ça m'a beaucoup plu, alors que c'est vraiment pas ma cam de base, hein. C'est vraiment pas, je suis pas public de ça de base, mais là j'ai vraiment été emportée, donc ouais, sortez-nous la suite boudiou de boudiou. Je l'ai pas dit mais pour Alita, je mets peut-être pas un cœur Max, je mets une licorne, mais une licorne qui tend vers le cœur Max, tu vois, elle est proche, elle tend la mimine, elle est comme ça, tout près, mais elle l'atteint pas. C'est quand même, c'est pas un coup de cœur, tu vois, c'est pas non plus, je vais pas forcément m'acheter le Blu-ray, je vais pas ne pas dormir en attendant la suite, tu vois, donc voilà, c'est une bonne licorne pour Alita. Petite mention spéciale, j'ai failli oublier, il y a Mahershala Ali qui est présent dans ce film également. Quand je l'ai reconnu, j'ai fait ah bah je le connais, il était dans Green Book, voilà, donc c'était sympa de le revoir même si le rôle est assez différent, mais j'aime bien sa tronche, voilà, j'étais contente de le revoir, donc petite mention spéciale. Je t'aime bien mec, je t'aime bien. On parlait de films centrés sur une meuf badass, je suis allée voir Captain Marvel juste après.
il est grave cool. J'ai passé un très bon moment, ça sera aussi une licorne pour moi, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, c'est pas ma came. Je suis pas spécialement super-héros, moi je dois dire, hein, ou super-héroïne, hein, ça... C'est un peu cousu de fil blanc, voilà, j'aime mieux quand c'est des personnages humains classiques, voilà, qui font des choses héroïques, tu vois, j'aime mieux ça que quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui pète tout, tu vois, mais bon, c'est une question de goût personnel, hein, après, hein. C'est pour ça que je n'ai qu'une licorne, mais en soi, le film est vraiment cool. Déjà, il est long et je l'ai pas vu passer, donc ça déjà, c'est un très bon point. Il a été réalisé, je l'ai même pas dit, par Anna Badan et Ryan Flesch, et c'est un couple, voilà, ils sont en couple depuis des années et ils réalisent tous leurs films ensemble. Alors je ne sais pas si c'est cette osmose amoureuse qui a fait qu'ils étaient inspirés, mais c'est bien réalisé, mais bravo, clap les amoureux, parce qu'honnêtement, je l'ai trouvé vraiment cool. Alors j'ai eu très peur au début, vraiment les 10 premières minutes, dans la salle de ciné, j'étais, tu sais, genre avec la goutte d'eau de manga comme ça, j'étais en mode, ah, il reste quand même encore 2h20, donc enfin je sais plus combien, mais longtemps, tu vois. Et vraiment les 10 premières minutes, j'ai eu peur. Parce qu'en gros, le film est axé sur Carol, personnage joué par Brie Larson, et les 10 premières minutes, elle joue l'ado casse-couille. Voilà, tu vois l'ado relou, enfin même si c'est pas une ado, c'est une jeune femme, mais clairement voilà, une meuf casse-couille quoi, voilà, une meuf relou. Et les 10 premières minutes, je l'ai vu, j'étais oh ça va être long 2 heures avec. Ouh, ça va être long. Parce que quand t'aimes pas un perso principal, te taper le film, c'est... Je sais, j'ai vécu Harry Potter, mais Harry Potter, il y a tous les persos secondaires qui sont cool. Là, je connaissais pas encore, tu vois. Et en fait, elle est très bien. Alors apparemment Brie Larson, c'est également, donc c'est une actrice qui a l'habitude de tourner et elle a déjà réalisé 2 films et ils lui ont laissé une très grande liberté pour jouer son personnage. Et ça je trouve ça très cool parce que ça se voit. Alors elle joue une meuf, bon elle joue pas la meuf la plus cool du monde, hein, c'est un peu, voilà, comme je vous dis au début, c'est une ado casse-couille en jeune femme. Mais ça se justifie. C'est pas gratuit si vous voulez, elle joue pas une meuf qui fait la gueule parce qu'elle sait pas sourire ou parce qu'elle sait pas ouvrir la bouche de manière normale, tu vois, pas comme Bella dans Twilight qui sait pas fermer sa bouche, on voit ses dents tout le temps, bref. Non, là en fait au début elle la joue de cette manière pour montrer l'évolution qu'elle va avoir, quand elle va réapprendre des choses sur son passé, quand elle va découvrir qui elle est, etc. Enfin comme d'habitude une quête identitaire j'ai envie de dire, et du coup c'est pertinent. Et du coup on s'y attache. Alors, elle a quand même un visage trop fermé pour moi quand même, hein, parce que moi j'aime bien avoir une certaine empathie par rapport au caractère et de la personne. Là, en fait elle commence à exister vraiment, à vraiment sortir de sa carapace vers la fin du film. Donc bon, c'est un peu tardif, mais j'ai aimé le fait que ce ne soit pas gratuit et que ce soit un vrai choix de la part de l'actrice, et ça se ressent, c'est pas parce que je l'ai lu quelque part, c'est que vraiment ça se ressent que elle sait jouer. Tu vois qu'elle sait jouer la meuf. Tu vois qu'elle sait jouer différentes émotions, qu'elle les joue bien, qu'elle les joue vraiment. Donc pour ça j'ai bien aimé, donc mention spéciale à l'actrice pour ça. C'est agréable de voir quelqu'un qui maîtrise son perso, c'est sympa. Alors elle a un sidekick rigolo qui est marrant, sauf que bon, ils l'ont quand même confié le rôle à Samuel L. Jackson. Ça fait un peu bizarre de voir un mec avec un tel panel jouer un sidekick rigolo. Mais pourquoi pas. Enfin, moi, après encore une fois je ne connais pas les univers des trucs, hein, donc ça se trouve le mec, apparemment le mec est connu puisque on fait mention à son personnage dans la scène post-générique, donc je suppose que le mec est emblématique de l'univers. Moi je connais pas, donc j'ai juste vu un sidekick rigolo, donc pardon si je donne un outrage, mais j'avoue que ça m'a fait bizarre de voir un personnage aussi classe pour moi jouer ce genre de rôle, mais ça lui va bien, il était drôle, il m'a fait rire, et il était touchant aussi, enfin il a bien fait son rôle de sidekick rigolo quoi, j'ai bien aimé. Tant qu'on est dans les acteurs famous, on a également Jude Law dans ce film, voilà, Dumbledore, on te salue, qui joue Young Rogue, qui est le mentor de Brie, voilà, donc c'est sympa, on le voit beaucoup, et il joue bien, il est sexy, donc c'est toujours agréable de l'avoir un petit peu sous le coin de l'œil, c'est toujours sympa. Donc pourquoi j'ai aimé ce film? Bon traitement des personnages, une meuf au centre de l'action, encore une fois, pas dans le cliché. C'est agréable, voilà, encore une fois de voir une inversion des rôles parce que bah pour le coup son sidekick rigolo elle lui sauve la mise à plusieurs reprises, voilà, enfin elle sauve la mise à plein de gens en fait vu que c'est la super héroïne, et encore une fois c'est fait avec encore plus de recul que dans Alita, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mention de ça, il n'y a même pas de oh là là quand même vous m'avez sauvé le cul plusieurs fois, non même pas, c'est juste normal, et c'est super agréable de voir un traitement neutre de personnage comme ça, de voir en fait que c'est juste une héroïne badass mais que c'est pas à cause de son sexe ou grâce à son sexe qu'elle a cette position, c'est juste elle en fait, donc ça c'est cool. Les décors sont beaux, encore une fois il n'y a pas eu l'effet de caméra chelou que j'aime pas là, qui nous fait flouter les yeux là, donc ça c'était cool, les scènes d'action sont nice, les persos sont cool, les effets sont cool, il y a juste un truc qui m'a semblé un petit peu exagéré, c'est, je veux pas spoiler une des scènes de fin, je vais juste dire vaisseau spatial, voilà, gros vaisseau spatial à la fin, voilà. Je pense que ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire, c'est un petit peu exagéré quand même. Non parce qu'il faut montrer qu'elle est puissante, je dis pas, hein, non mais je dis pas, mais là, un peu trop, franchement j'étais dans mon siège, j'étais comme ça genre, vraiment.
genre vraiment, mais du coup il y a plus de limite quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, du coup ça m'a fait rire, voilà, mais il y a une légère surenchère à la fin, un petit peu digne du cinéma américain, j'ai envie de dire en même temps, hein, c'est logique. On passe ensuite à un Disney, oui, Dumbo de Tim Burton. J'ai failli faire la blague, parce que à chaque fois que je dis Dumbo, je pense Dumbo, c'est plutôt Dumb pas beau. C'est des grognasses, mais ça me fait rire, d'accord, donc pas de jugement, voilà, donc c'est la blague que j'ai sortie 50 000 fois avant qu'on aille voir le film. Alors, tête de licorne mais qui va vers le bas. C'est pas non plus une Wendy, c'est pas une Wendy, voilà, j'ai pas un dégoût du film, je sais pas en mode qu'est-ce qu'ils ont fait au secours, voilà, j'ai pas une Wendy, mais une licorne, une bonne licorne moyenne, tu vois, c'est confortablement installé dans le ventre mou, voilà, elle est bien dans le milieu, tu vois. Il y a des points positifs, il y a des points positifs, déjà c'est beau. Ça, y a pas de problème. Alors, c'est pas du tout la même histoire que dans le dessin animé, mais ça me pose aucun souci non plus. C'est une adaptation, donc en soi, moi j'ai un peu de mal avec le côté nous faire exactement la même chose que dans le dessin animé. Genre le Roi Lion qui vont nous sortir. Ça, je ne comprends pas. Ils font un look joli, style reportage, pour exactement la même histoire, exactement les mêmes chansons, exactement au même moment. Quel est l'intérêt en fait? Surtout que j'ai vu la bande-annonce et je trouve pas les dessins dingues, mais bref, ça c'est une autre histoire, nous en reparlerons le moment venu. Du coup oui, donc voilà, tout ça pour dire que ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait une autre histoire de Dumbo, ça me pose pas de soucis. Par contre, un peu de profondeur, ça ne nuit pas. Encore une fois, c'est à partager. La morale de fin est profonde, il y a des sens qu'on devine qui sont relativement profonds, même s'il faut les deviner parce qu'ils sont pas explicitement dits. Maintenant, leurs personnages... Seigneur Dieu, mais pourquoi vous les faites aussi creux? En plus ça rime, c'est un truc de dingue. C'est... Wouah, c'est vide. T'entends le vent souffler quand tu colles l'oreille, quoi, c'est un truc de ouf. Déjà il y a 2 enfants, ils auraient pu n'en mettre qu'un. Clairement, il y a une petite fille, un petit garçon, le petit garçon ne sert à rien. Mais il ne sert à rien, à part à dire que c'est le frère de l'autre. Mais vraiment, il sert à rien, il a pas une initiative, rien du tout. Rien du tout, c'est une catastrophe. Ah oui, alors, le message féministe, enfin, ou féministe, oui, je suppose, la petite fille, du coup, hein, en gros, l'histoire, c'est un cirque, voilà, et il y a le papa qui revient de la guerre avec un bras en moins, la mère est morte pendant qu'il était à la guerre, et il y a 2 enfants qui l'attendaient, du coup, au cirque, tranquillement. Donc, le papa revient de la guerre en étant cul, hein, forcément, voilà, c'est un peu cliché, mais ça se tient, tu vas pas le faire, pompe up, c'est normal. Et du coup il écoute pas du tout ses gosses, il est en mode cul fripé, enfin voilà, il est pas jouasse, tu vois. Et donc dans les 2 gosses, donc il y en a le garçon sert à rien, et la petite fille, tout ce qui la caractérise, c'est qu'elle est scientifique. C'est tout. Mais alors elle le répète, mais limite si tu lui demandes ce qu'elle veut bouffer, elle te dit je vais manger dans une éprouvette parce que je suis une scientifique. On a compris meuf, on a compris vraiment, genre on n'est pas débile. Genre le film, dis-le nous une fois, à la limite même ne nous le dis pas, comme en littérature, ne nous le dis pas, montre-le nous. T'as pas besoin de le dire 50 fois, on n'est pas con. Genre la fille, vraiment, dès qu'elle ouvre la bouche, mais moi je suis une scientifique, je veux pas faire du jonglage ou puis moi plus tard je serai scientifique, comme Marie Curie, parce que c'est mon modèle. Non, déjà t'aurais pu me trouver une autre meuf, s'il te plaît, il y a d'autres meufs, il y a pas que Marie Curie en science, hein, s'il te plaît, il y en a d'autres. Et on a compris quoi. Et en plus, pour une scientifique, elle est quand même un petit peu con. Non, parce que je vais vous dire un truc, c'est pas un spoil. Honnêtement, j'en ai parlé à des potes, ils m'ont dit c'est pas un spoil. Au début, donc vous savez que Dumbo vole, hein, je pense que c'est pas trop un spoil non plus, voilà, c'est un éléphant volant, voilà. Et comment il découvre qu'il vole, à votre avis? Ils amènent des cacahuètes à Dumbo, Dumbo mange, tout va bien. Les enfants, je parle, hein, la fille scientifique et le frère qui sert à rien. Ils donnent des cacahuètes à Dumbo. Il est content, il mange ses cacahuètes. Puis à un moment, je sais plus pourquoi, il y a une plume de manteau ou de truc qui tombe dans la cage de Dumbo. Ou alors c'est le petit garçon qui souffle, je sais plus. Enfin, en gros, il y a une plume, quoi. Et ils s'amusent, les gosses et Dumbo, à se renvoyer la plume, comme ça. Voilà, c'est un jeu comme un autre, hein, j'ai envie de dire, on ne juge pas l'amusement de chacun. Hein. Donc voilà, il y a la cage, voilà, moi mon nez c'est la cage, il y a Dumbo qui est là, et là il y a les gosses. Bon, ils ont changé de gueule, mais... Et du coup Dumbo il fait fou, ok, tu vois, les gosses fou, donc la plume fait ça, mais pendant longtemps quand même, tu vois, c'est pas un renvoi, tu vois, non, ils font ça genre 5 minutes, 5-10 minutes, c'est un bon jeu, tu vois, ça les occupe bien. Il y a un moment où Dumbo, il fait pas exprès, hein, il aspire au lieu de souffler, et donc la plume lui rentre dans le nez, il éternue. Et quand il éternue, bah ça le fait voler, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, ma bonne dame, hein, qu'est-ce que vous voulez, on contrôle pas tout, hein. Et du coup, la fille scientifique, elle pense que c'est parce qu'il a mangé des cacahuètes qu'il s'est envolé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit quand même, il y a encore un peu de boulot. Quoi. Je veux pas dire, non mais je ne critique pas, hein. Moi j'ai un esprit scientifique digne du cuir à peau. Moi je ne juge pas de jugement, mais quand même, surtout qu'elle était en face. Je veux dire, quand il a sniffé la plume, elle était là, comme vous et moi, comme l'objectif, parce que vous n'êtes pas vraiment là, vous voyez ce que je veux dire? Et elle a cru que c'était la cacahuète. Donc c'est quand même que bon. Et en fait voilà, le problème que j'ai, c'est que les persos sont un petit peu tous comme ça.
Ils sont un peu tous neuneux et ils sont résumés à ce qu'ils sont censés être. Il n'y a aucune profondeur. Il y a pas, à la limite, il y a une meuf qui bosse dans l'espèce de parc qu'on voit à un moment qui vaut le coup de creuser un peu, qui de toute façon joue très bien. Et encore, c'est pas dingue, mais je pense que c'est son jeu qui apporte quelque chose au film d'un peu plus adulte. Par contre, ouais, le papa, le monsieur loyal du film, le méchant du film, qui d'ailleurs se sabote tout seul à la fin, mais est-ce qu'on en parle? On n'en parlera pas parce que ça va spoiler, mais quand même, ceux qui l'ont vu, vous allez reconnaître qui se sabote tout seul, c'est complètement débile. C'était une très longue phrase. Et les gosses, enfin voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y avait grave matière à faire quelque chose de bien plus stylé que ça. Ils avaient l'idée de fin, ils avaient la morale qu'ils voulaient instaurer, je pense qu'ils ont pas osé aller plus loin, ou je sais pas, ils se sont peut-être dit ça plaira pas aux gosses si on cherche un peu plus loin, mais c'est dommage, parce que les gosses sont pas débiles, et nous non plus, hein, y a pas besoin de répéter un truc 6 fois, donc en plus ils ont mis des trucs quand même assez sombres, assez noirs, donc ouais, je sais pas, ils ont fait de l'entre-deux, mais arrêtez de faire de l'entre-deux, ça ne marche pas comme ça dans la vie, ben non. Ah, petit coup de gueule tant que j'y pense quand même, le moment de la berceuse de la maman. Parce que oui, ils ont mis la berceuse. Bon, c'est pas la maman qui chante, les animaux ne parlent pas, je tiens à le dire. Et donc ils ont mis quelqu'un qui chante la berceuse, ils ont mis que 2 couplets. Qu'est-ce que ça vous coûtait de foutre les 3? Genre, c'est pas long la berceuse de Dembo. Vous pouvez la regarder sur YouTube, ça fait même pas 1 minute 40. Vous pouvez quand même bien nous foutre les 3 couplets, surtout que le 3e c'est le plus mignon. Ce qui fait que c'est pareil, j'ai été un peu émue et ça m'a coupé. Quelle idée! Dernier film de cette vidéo, et pas des moindres, After de Jenny Gage, dont c'est le premier film d'ailleurs, je tiens à le dire. Alors ceux qui ont assisté à mon live papotage qui n'a pas été retransmis, ont cru comprendre que je n'avais pas aimé le livre. En fait j'ai détesté le livre. Le premier ça passe, mais le second est à chier, voilà. En gros, qu'est-ce que c'est After? C'est dans le bouquin, comment dire ça? Une meuf naïve et candide au possible qui tombe amoureuse d'un mec badass et malsain. C'est important de le signaler, c'est pas juste un mec badass, c'est pas un Castiel dans le lycée, tu vois, c'est plus un Castiel de Campus Life, voilà, là ça va vous parler, tu vois. Et du coup, alors, le premier tome ça passe encore, parce qu'il s'excuse, en fait il s'excuse, en gros le schéma type, hein. Ils sortent ensemble au bout d'un moment, bon après plein de... on sait pas qu'est-ce qu'on fait, bon ils finissent par se mettre ensemble, et après le schéma du bouquin, à chaque chapitre, hein. Ils couchent ensemble, ils se disputent, mais ils couchent ensemble, mais ils se redisputent. 50 fois, je te jure. Alors le premier tome ça passe encore parce qu'il y a quand même un autre scénario un petit peu. Le second tome c'est une catastrophe, j'ai arrêté là, surtout que ça commence à faire passer la violence, enfin bon bref. J'ai rage quit au second tome. Je suis allée voir le premier film du coup de cette saga à contre-cœur. Vraiment, j'y suis allée en mode bon il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, au moins je pourrais en parler si c'est aberrant, je sais pas à quoi m'attendre, au secours. Et bah putain ça m'apprendra. C'était très bien. Alors c'est tiré du livre, clairement, hein, on retrouve les noms des personnages, Tessa et Hardim, les personnages principaux, il y a les autres persos, etc. Il y a les mêmes scénarios, enfin c'est une jeune fille assez naïve, pas forcément naïve d'ailleurs, mais assez candide, voilà, assez innocente, qui vient à l'université, elle rencontre Hardim parce que c'est le pote d'un pote, mais quelle est la différence avec le roman à votre avis? Le respect. Et une héroïne avec du caractère. Et putain merci pour ça. Je ne cours pas après les films d'amour de base, hein. Je ne suis pas forcément fan des quiproquos, des attentes éternelles avant de se bécoter, mais là c'est bien fait. C'est bien fait et encore une fois c'est dans le respect. Alors je vais pas vous spoiler le scénario parce que en gros, de toute façon il y a un gros nœud scénaristique, le reste c'est du flirtouillage et de l'intrigue tu vois. Mais il y a un gros nœud scénaristique, je vous en parlerai pas du tout. Parce que c'est quand même ça qui fait le gros suspense du film si vous voulez. Par contre je vais quand même vous parler vite fait des points que j'ai trouvé très importants et que c'est la première fois que je les vois. Déjà c'est Tessa qui décide quand elle veut faire quelque chose. Hardin il est à l'écoute et il ne force pas. Alléluia. Un truc tout bête, à un moment ils se baignent, voilà, ils se baignent, hein. Ils sont pas encore ensemble, hein. Et enfin peu importe, ça ne change rien. Ils sortent de l'eau et elle a dit bon bah je vais me changer et lui il se retourne, de lui-même, sans qu'elle demande. Et c'est elle qui vient lui prendre la main pour dire tu peux te retourner en fait. Et après il y a des petites papouilles. D'ailleurs il n'y a pas un niveau de cul exceptionnel, c'est beaucoup de sous-entendus, c'est tout public, hein. On voit rien, on voit pas un boobs, on voit pas un cul, on voit un torse et un dos. Et encore le torse je suis même pas sûre qu'on le voit complètement torse nu. Je suis même pas sûre, on voit un ventre, voilà en gros on voit un ventre, des bras, des épaules, du dos, tu sais les mains qui papouillent le dos, des trucs comme ça. Il n'y a pas de cul, on voit pas de gros plans sur quoi que ce soit, je vous dis on voit pas de boobs, c'est vraiment safe de ce point de vue là, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup voilà, par exemple rien que ça dès le début j'ai trouvé ça très appréciable. Le moment où ils couchent ensemble pour la première fois, il y a vachement de temps qui s'écoule. On les voit faire des prélis avant, enfin on les devine, et le moment où ils couchent ensemble c'est elle qui demande, lui il sort un préservatif. Il sort un préservatif. Donc combien de films vous avez vu un préservatif? Parce que moi j'en ai pas vu beaucoup. et alors que là j'ai trouvé ça super important parce que c'est quand même axé sur ça. Je veux dire c'est un film sur cette romance. Et ça a montré, en plus ce passage est très mignon parce que c'est quand même un moment romantique, c'est un moment intense pour les deux. Et il y a le petit ralentissement qu'on a aussi dans la vie, genre...
attends, il faut que je prenne la capote quoi, en gros, tu vois. Et ça montre bien que ça ne casse pas l'envie. Ça casse pas l'envie, ça met pas de gêne. Juste, ils se regardent à ce moment-là et c'est beau. Les deux acteurs ont une très très belle alchimie, j'y ai totalement cru. C'est pas du tout mon âge pour le tout, parce que les deux ils ont la vingtaine je pense, enfin ça se passe à la fac, donc j'ai presque 10 ans de plus. Mais ça m'a pas troublé, mais ça m'a... J'ai senti, tu vois, vraiment, j'ai senti qu'il y avait un truc. Ils ont très bien joué, j'ai trouvé qu'ils avaient très bien joué. Et dernier point que je trouve très important, les caractères du coup des personnages. Ils nous ont fait une héroïne qui n'est pas passive. Seigneur que ça fait du bien, mais vraiment du fond du cœur, j'étais heureuse. Il y a un moment que j'appréhendais un petit peu, c'était le problème du film justement, voilà, le nœud scénaristique, je me suis dit, oh, du coup on va retomber dans le cliché, dommage, jusqu'à présent c'était bien. Et en fait, il y a ce problème, et après on suit les deux, tu vois, chacun de son côté pour voir comment ils gèrent ce problème. On voit Ardyn qui est dans son coin à écouter de la musique, à bader, et on la voit elle, Tessa, pleurer un coup, et puis se bouger. On la voit bosser, on la voit chercher un stage, on la voit sortir avec ses potes, on la voit vivre en fait. Elle se laisse pas abattre. C'est tellement agréable. C'est tellement agréable. Alors ça va être une nuance que peut-être pas grand monde saisira, parce que je pense que pour les plus jeunes, voilà, on s'en fout, tu vois, c'est des détails ça, mais pour moi c'est des détails qui ont tellement d'importance. Ce genre de film, ça va servir de fantasme à énormément de monde. Regardez 50 nuances de Grey, s'il vous plaît, il y a eu combien de milliers et de dizaines de milliers de femmes, et peut-être d'hommes, mais surtout de femmes en tout cas, qui ont fantasmé sur ça. Là, si ça sert de base de fantasme, mais c'est très bien. Alors oui, ça vous montre une relation amoureuse mignonne, hein, ça vous montre un mec respectueux. J'ai vu ça parce que j'ai fait un post sur Instagram pour parler du film, et des gens m'ont dit qu'ils avaient préféré le livre et qu'ils étaient choqués de voir que Ardyn là était mignon, était respectueux, que dans le livre c'était un torturé, que du coup c'était pas fidèle. Mais heureusement que c'est pas fidèle, parce que c'est pas sain de montrer ça comme modèle aux gens. Vous allez bien vous en rendre compte, je veux dire... C'est un film qui va servir de base de fantasme à plein d'adolescents, à plein de jeunes femmes. Si ça peut montrer que on cherche un mec badass mais respectueux, tant mieux. Tant mieux. Et les livres sont malsains as fuck de pas montrer ça. Dans le livre, tu vois une meuf qui s'écrase en boucle, et apparemment c'est de pire en pire. D'ailleurs, moi je me suis arrêtée au tome 2, mais d'après ce que m'ont dit les gens, l'apothéose c'est le tome 4. Il y a 4 tomes, apparemment le tome 4 c'est l'apothéose de ouf. C'est pas sain comme relation. Et le problème c'est que c'est très difficile de faire la différence entre un fantasme de soumission et la réalité. Et c'est ce genre de film ou le genre de roman qui mettent cette frontière très floue. Parce qu'après les meufs elles disent « Ah moi je veux un mec comme lui !» Ouais non, dans la vraie vie tu veux pas un mec comme lui en fait, non, c'est pas parce que tu veux un mec badass que tu veux un mec violent par exemple, enfin c'est pas pareil tu vois. Et j'ai trouvé le film vraiment vraiment bien. Donc très très bonne surprise, je suis super heureuse d'y être allée, en plus j'ai croisé une abonnée en sortant de la salle, on en a parlé pendant 5 minutes, et elle était contente aussi, enfin... C'était super cool de voir une abo juste après, j'ai vu ma griffouille en plus après, je l'ai secouée, j'étais « Ah c'est trop bien !» Donc ravi, et je vous encourage à aller le voir. Si vous aimez les films romantiques, allez-y parce que moi qui suis pas fan de ce genre là j'ai souri, j'ai été émue et je suis très contente. Je suis très contente et je pense que c'est le genre de film qui est sain à voir quoi. Pour les plus jeunes, c'est beaucoup plus sain qu'un Twilight où on a une meuf qui est passive et attente d'un mec pendant 10 siècles, qu'un 50 nuances de Grey où j'en parle même pas, le mec c'est un stalker. Là, on a un truc sain quoi. Merci de nous avoir fait une vraie héroïne, ça fait plaisir. En plus Ardyn, petite mention, je fais toujours des mentions après mais ça me revient, en plus Ardyn je l'ai trouvé, j'ai beaucoup plus parlé de Tessa parce que j'ai été plus sensible à elle étant donné que je suis une femme également, mais j'ai trouvé Ardyn très touchant aussi. Et beaucoup moins dans l'archétype du bad boy, maudit, relou, casse-couille du bouquin. Là on a un mec qui a des problèmes, on comprend d'où ils viennent parce qu'il les explique, et juste touchant et sincère, et si ça peut à la limite inspirer des mecs pour qu'ils fassent pareil, mais allez-y. Et ça c'est cool, on prend pas les mecs pour des connards, on prend pas les meufs pour des soumises. Ça c'est le monde dans lequel je veux vivre, oui. Pour la fin, je vais aller beaucoup plus vite, c'est promis. J'ai vu 2 spectacles depuis la dernière fois. Le premier, c'est celui de Kian Kojandi qui s'appelle Pulsion. Il est disponible sur YouTube en libre service, c'est pas du piratage, c'est sur sa chaîne officielle. Il a de lui-même décidé de le partager. C'était génial. C'est tout à fait le genre d'humour que j'aime. Enfin, t'apprends des choses, t'es touché, t'es ému, tu ris. De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui a foncièrement compris l'être humain et qui en plus instaure des bonnes morales dans son spectacle. Donc c'est tout ce que j'aime dans l'humour. Pour moi, c'est un vrai artiste, ce monsieur. Et je dis ce monsieur, on doit avoir le même âge. Non, peut-être un peu plus vieux quand même. Mais enfin, voilà, j'admire beaucoup l'acteur, j'admire beaucoup le personnage que j'avais vu jusqu'à présent. Et maintenant, en plus de l'admirer, j'ai de l'affection pour lui. Donc... je vous encourage vraiment à aller voir le spectacle. Il est gratuit pour le coup, vous pouvez pas faire mieux, il n'y a pas d'excuse. C'est vivant, c'est touchant et je pense que ça nous fait tous grandir un petit peu. C'est agréable d'avoir des comédiens qui
qui se contentent pas de faire rire bêtement avec un sketch de prout-prout, mais qui utilisent leur statut pour faire passer des messages et aider les gens à s'améliorer. Je pense qu'ils ont tout compris. Et lui, il le fait avec énormément d'intelligence en plus et de finesse, donc allez le voir, énorme coup de cœur. Le second, c'est celui d'Amy Schumer, Amy Schumer, pardon, je l'ai dit à française, Amy Schumer, Growing, qui est sur Netflix, et elle l'a fait en fait en étant enceinte de genre 6 mois, et je l'ai vue sans trop savoir à quoi m'attendre. Alors ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est assez cru à certains moments, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après l'humour américain c'est pas toujours le même non plus que celui qui est en France, hein, donc ils sont parfois un peu plus crus, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est pareil, elle fait rire, hein, c'est le but, mais elle en profite pour glisser des bons petits tacles en même temps à certains clichés et à certaines idées préconçues qu'on peut avoir. Et pour le coup, elle dit certaines choses très très intelligentes entre deux blagues qui font réfléchir. Et elle parle aussi bien justement de sa situation de femme enceinte par rapport à ceux qui l'entourent, mais également de l'éducation, des stéréotypes qu'on peut avoir en tant que petite fille ou petit garçon. Et elle a un discours très féministe pour le coup, peut-être un peu agressif pour certaines blagounettes qui moi m'ont fait un peu... J'aime pas en fait le féministe agressif, même si c'est des blagues tu vois. Alors elle a fait quelques blagues macho à l'envers, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, et ça c'est drôle, pour le coup ça c'est vraiment drôle parce que justement ça perturbe de voir tu sais les blagues macho genre les femmes ça reste à la cuisine, enfin des conneries comme ça qu'on sort dans tous les sketchs possibles, ça choque personne, mais j'avais jamais vu l'inverse. Et là, c'était fait, en plus ça elle l'a fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, enfin c'était vraiment sans agressivité, c'était juste très drôle. Enfin j'ai trouvé ça très intéressant à voir, donc si vous avez l'occasion, pas forcément pour les plus jeunes par contre quand même, hein, on va peut-être éviter, mais voilà, si vous êtes un enfant de 8 ans, non, hein, mais c'est intéressant. En tant que femme, elle m'a fait ouvrir les yeux sur certains petits trucs, notamment une des choses d'ailleurs que je peux vous dire là, je pense pas que ce soit considéré comme un spoil, c'est une idée, donc ça appartient à tous. Elle parle à un moment de cette phrase qu'on dit aux enfants, surtout aux petites filles quand ils sont à l'école. Quand un garçon embête une fille, on dit mais il est amoureux, c'est rien. Et en fait, c'est tellement banalisé la violence ou l'agressivité. Et je me suis rendu compte que je l'avais déjà dit. Genre une gamine que je gardais à un moment, pareil, elle me dit oh il m'embête tout le temps à la récré. Et moi en déconnant, je suis il doit être amoureux. Et c'est vrai, C'est souvent qu'à cet âge-là, jusqu'à tard d'ailleurs, hein, jusqu'à 11-12 ans pour certains, les mecs savent pas comment s'exprimer, du coup ils donnent des petits coups ou des machins. C'est vrai, mais par contre, il faut pas dire c'est normal derrière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est des constats comme ça, parce qu'après du coup dans notre éducation, dans notre apprentissage, on se dit ok c'est normal que le mec il soit relou en fait, et que nous on ferme notre gueule. Alors que non, effectivement le mec essaie de communiquer quelque chose et il y arrive pas, mais c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Et cette nuance là, ça paraît évident mais je l'avais pas, enfin elle me venait pas en tête, et elle en parle en plus avec beaucoup de, encore une fois, elle parle très bien, donc elle en parle vraiment naturellement de manière mi-drôle, mi-sérieuse, et j'étais devant ma télé, j'étais en mode mais ouais mais c'est vrai en fait, et des trucs qu'on dit par habitude, il faut prendre le réflexe de se rectifier soi-même, donc encore une fois je vous le conseille, c'est très intéressant. On a presque terminé, courage à moi, courage à vous, il nous reste plus longtemps à tenir, il me reste 2 séries dont je vais vous parler. Umbrella Academy que j'ai découvert sur Netflix, que j'ai terminé, je l'ai regardé avec le Cux. Pour le coup c'est une licorne, parce que je l'ai trouvé sympa, mais déjà moi qui aime la communication, là ça m'a... Non, c'est trop pour moi là, genre 7 frères et sœurs qui parlent pas, genre ils sont frères et sœurs, ça va être la fin du monde, et les mecs ils font chacun leur sauce dans leur coin en faisant des petits secrets de merde. Non, ça m'a trop saoulé. Par contre les persos sont cool, l'ambiance est géniale, il y a des persos trop classe. Moi j'ai 3 gros coups de cœur, c'est numéro 5 qui a une badassitude extrême et j'adore sa voix, Klaus qui est d'une profondeur géniale, et Kutoman alias Diego parce que il est juste beau gosse, voilà, lui c'est totalement pour son physique. Non, puis le rôle de bad boy, vous savez que j'ai un fait pour les bad boys, voilà, pas con, on souligne ça encore. Donc je vous la conseille parce que elle est marrante et décalée. Par contre moi elle m'a surtout hypé pour les premiers épisodes, honnêtement pour la fin, j'ai dû forcer. Maintenant le gros avantage c'est que les séries Netflix c'est 10 épisodes d'1 heure en général, ce qui fait que ça passe vite, donc t'as envie d'aller au bout quand même pour avoir un avis complet. Est-ce que t'attends la suite ou pas? Donc j'ai pas eu trop de mal non plus à finir vu qu'il y avait que 10 épisodes, mais déjà vers le 4-5 j'étais saoulée parce qu'au bout d'un moment... quoi. Manque de communication abusif, trop abusif pour moi, ça m'a fatigué. Maintenant c'est très divertissant et ça plaît à énormément de monde, donc on va dire que t'es sûr de passer un bon moment devant quoi, c'est un bon truc d'action, voilà. Oui je suis pas plus hypé que ça, j'avoue, c'est une petite licorne. Et enfin j'ai terminé You, voilà, la série Netflix avec le psychopathe joué par Joe, enfin incarné par Joe plutôt parce que l'acteur ne s'appelle pas Joe, il s'appelle Penn Badgley donc ça n'a rien à voir. Et donc voilà, donc il y a Joe, le psychopathe qui stalk une meuf qui s'appelle Beck, qui tombe amoureux d'elle et qui sort avec, et on voit du coup Joe qui évolue, qui essaie de planquer ses conneries, enfin voilà. Alors j'ai fait un schéma très rapide parce qu'en fait je suis pas du tout rentrée dedans.
Au début, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, Joe, c'est pas un personnage méchant. C'est pas un personnage gentil, c'est un être humain. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'ambivalence, on la sent tout de suite, en fait. Et on sent que c'est une intelligence très poussée. Un peu un côté Sherlock Holmes, vous voyez, qui analyse tout, qui observe tout. J'adore ce genre d'intelligence à observer, c'est fascinant. Par contre, c'est long, quoi. Et puis surtout, j'aime pas les personnages. Beck, je l'ai pas aimé. Donc à aucun moment j'étais inquiète pour elle. Et à partir du moment où t'as aucune sympathie pour personne, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles qu'il lui arrive quelque chose, ou alors qu'elle sorte avec un stalker? Moi j'ai envie de dire, mais tant pis pour toi, ma meuf, mais réfléchis. Le truc c'est que franchement, Beck est pas sympa. Enfin, moi j'ai pas eu d'empathie. Elle est belle, alors elle est très belle, je trouve l'actrice sublime. Elizabeth Leigh, elle a même joué dans Once Upon a Time, elle a joué la sœur d'Elsa, donc Anna, forcément, je ne sais même plus les noms des persos de la Reine des Neiges, dans la saison 4. Donc je l'ai pas vue, mais je connaissais sa tronche, donc je l'ai reconnue. Mais elle est très belle, hein. Et l'actrice joue très bien, mais elle joue trop bien, moi elle me saoule. Enfin, son personnage, elle est mou du bulbe, quoi, franchement. Tu lui dis des choses 50 fois, elle voit rien. Non, mais je sais pas, elle est pas agréable, quoi. Elle est égoïste, elle est égocentrique. Alors oui, alors elle mérite pas qu'il lui arrive des trucs, elle mérite pas de sortir avec un stalker, avec un psychopathe, c'est sûr, c'est sûr. Je ne le souhaite à personne. Mais, genre, son sort m'a pas intéressé au point que j'étais stressée à chaque épisode, quoi. Je regardais ça en mode documentaire, genre, bah, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et du coup, c'est pareil, j'ai dû me forcer un petit peu pour terminer. J'avoue que... mais là, ça m'a saoulé encore plus tôt. Je crois que c'est vraiment dès l'épisode 3 où j'étais en mode... ouais, mais je m'en fous, en fait. On a un avion, on a un avion. On a un avion, toujours un avion. Ou un hélicoptère, je ne sais pas. Donc voilà, la série est intelligente, le processus de base est intelligent, mais leurs persos sont pas attachants du tout, donc du coup, bah moi, l'immersion, ça l'a pas fait. Donc, tête de Wendy pour moi. Ouais, tête de Wendy, carrément. Je verrai pas la saison 2, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Il y a un climax de fin à la fin de la saison 1, j'étais en mode... Ah oui, je m'en fous, je sais pas. En plus, j'ai vu des gens sur Twitter dire que, en mode, ah bah moi je me le pécho même si c'est un psychopathe et tout. Mais vous êtes, hey, des meufs, elles sont flippantes, hein. Elles confondent trop fantasme et réalité. On en parlait tout à l'heure pour After. Non, mais il faut pas confondre les choses. C'est comme si tu fantasmes sur la soumission. Tu peux pas dire que tu fantasmes sur un viol. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, si t'as envie d'être soumis, t'es pas violé. Bah là c'est pareil. Si t'as envie de coucher avec un psychopathe, non, c'est que t'es une psychopathe en fait, hein. Tant pis pour toi. C'est comme pour Beck, faudra pas venir pleurer. Du coup, j'ai fini. Oui. Il faut vraiment que je fasse des vidéos comme ça plus souvent. Bon, après, bon, j'ai eu énormément de cuts parce que bah, y a eu des trucs qui passaient. J'ai dû m'interrompre 500 fois, donc ça sera moins long que ce que je pense. Mais quand même, à mon avis, j'ai beaucoup causé, hein. Du coup, mes amours, j'ai hâte comme d'habitude d'avoir vos avis en commentaire, déjà sur les films et les séries dont j'ai parlé, et les spectacles si vous les avez vus. Et bien sûr que vous me recommandiez vous ce que vous avez vu de votre côté, si c'est des films ou des séries que vous avez vus que vous pensez que je vais aimer. N'hésitez pas, hein, ou pas aimer d'ailleurs, si vous êtes un petit peu sadique, mais précisez-le s'il vous plaît quand même, hein, quand même. Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort, passez une excellente journée, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.